Ryan est un héros sans valeur, trahi par ses coéquipiers qu'il croyait faibles. Mais tout bascule quand il apprivoise de puissantes filles bêtes pour se venger, découvrant qu'elles feront tout pour lui plaire. Absolument tout. Tout commence quand Ryan est soudainement renvoyé par le chef de son groupe. Après un instant à se remémorer comment il a aidé l'équipe grâce à ses talents de dompteur, il demande s'il plaisante. Mais réalisant qu'Arios est sérieux, il s'interroge sur la raison. Une magicienne nommée Lynn le traite alors de la pire ordure humaine qu'ils aient jamais rencontrée. Après que chacun ait raconté comment il devait toujours le sauver en mission, Arios lui dit de laisser son équipement, car il était trop fauché pour s'offrir du bon matériel. Quelques minutes plus tard, il trouve un banc pour s'asseoir et réalise que toutes les fois où ils étaient durs en mission, c'était parce qu'ils le détestaient. C'est alors que 3 de ses fans apparaissent, le suppliant de voir son talent. Il apprivoise vite un oiseau, le fait les saluer, puis le libère de son contrat. Il leur explique ensuite comment il établit des contacts avec les animaux, mais leur cerveau sous-développé peine à traiter l'information. Alors, ils zappent le tutoriel pour lui dire qu'ils veulent tous devenir dompteurs de bêtes à l'avenir. Cela le surprend, car d'habitude, tout le monde veut être un héros. Mais ils expliquent qu'Arios et les autres de son groupe méprisent les gens ordinaires et ne respectent que ceux qui ont de l'argent. Après qu'ils aient dit qu'être aventurier est bien mieux, Ren réfléchit un instant et réalise qu'être indépendant et libre de gagner sa vie avec ses compétences est la bonne voie pour lui. Peu après, il arrive à la guilde des aventuriers où une réceptionniste, Nathalie, l'accueille et propose d'expliquer l'épreuve à passer pour en devenir un. Cependant, quand il demande une explication détaillée de ce qu'est un aventurier, elle est surprise et dit que les gens se concentrent surtout sur l'argent qu'ils peuvent gagner plutôt que sur le métier en lui-même. Elle explique ensuite le système de classement des aventuriers, ainsi que les missions qu'il peut prendre à chaque niveau, avant de dire qu'il doit tuer 10 gobelins et collecter 20 herbes spéciales pour en devenir officiellement un. Plus tard ce jour-là, il localise une meute de gobelins et les abat facilement. Mais après avoir ramassé les cristaux, il entend des cris venant de la forêt et s'y précipite pour voir un tigre classé sur le point de dévorer une jeune fille à l'air innocent. Sachant qu'il ne peut rien faire, il attaque le tigre avec un couteau à beurre et fait semblant d'être surpris quand il se brise comme une brindille. Alors que le tigre décide de le manger, il dit à la fille de s'enfuir, mais elle canalise soudain sa faible énergie restante en un saut puissant et brise la colonne vertébrale du tigre d'un coup de pied sauté. Après l'avoir examiné de près, Ren réalise qu'il vient d'entrer en contact avec un esprit chat, la plus rare de toutes les espèces ultimes. L'instant d'après, le tigre se transforme en poussière de fée. Alors il court pour rattraper Kinad, qui se met alors à le supplier de lui donner à manger. Quelques instants plus tard, elle finit ses barres de céréales et dit qu'elle allait rejoindre ses grands-parents au paradis, car elle n'avait pas mangé depuis des jours. Après une présentation en bonne et due forme, il lui demande pourquoi elle se laisse mourir de faim dans une forêt au hasard. Elle explique alors qu'elle a décidé de quitter son village isolé pour découvrir la vie. Quelques minutes après, il raconte en détail les abus verbaux qu'il a subis de la part de son ancien groupe, et elle s'énerve soudain de l'injustice de son traitement. Cela le surprend, alors il lui dit de ne pas se sentir mal, car c'est lui qui était trop faible pour suivre leur rythme. Quand Kanad affirme qu'il est en fait très puissant, il est encore plus surpris. Elle explique alors qu'elle a senti une partie de son pouvoir lors de leur première rencontre, avant de lui dire d'essayer de l'apprivoiser. Il pense d'abord qu'il n'y a aucun moyen d'apprivoiser une espèce ultime, mais après avoir décidé qu'il voulait au moins passer plus de temps avec elle, il commence le rituel et réussit réellement à le faire. Elle essaie alors de s'enfuir avec lui, mais il s'arrête pour terminer son épreuve d'aventurier et crée des contrats avec un groupe de lapins avant de les envoyer faire tout le travail à sa place. Cela choque Kanad, et quand elle lui dit que les dompteurs normaux ne peuvent gérer qu'un seul animal à la fois, il affirme que ses capacités n'ont rien de spécial. De retour à la guilde, quelques minutes plus tard, Nathalie examine tous les objets qu'il a rassemblés pour s'assurer de leur légitimité, avant de le nommer aventurier officiel et de lui remettre sa carte d'identité. Après lui avoir aussi donné quelques pièces pour avoir terminé l'épreuve, elle admet que c'est peut-être un peu maigre, mais promet qu'il fera fortune en un rien de temps s'il continue d'améliorer ses compétences. Malgré son discours de motivation, Ren s'inquiète en réalisant qu'il faudra bien plus que de bonnes ondes pour bâtir une belle vie d'aventurier. Alors il s'approche de Kanad et lui demande si elle est prête à commencer à prendre des missions dès maintenant. Dès qu'elle dit oui, la version humaine de Scar apparaît et demande pourquoi un esprit chat traîne avec un tel minable pathétique. Après qu'elle le traite de stupide pour ne pas avoir réalisé que Rin est en fait un dompteur de bêtes très puissant, il décide de défier Ren à un bras de fer et dit qu'il prendra Kanad après avoir gagné. Au lieu de faire un discours ringard sur le fait que les femmes ne sont pas des propriétés à se disputer, Rain décide de donner aux gens ce qu'ils veulent et s'installe pour le match. L'instant d'après, il écrase la main de l'idiot balafré sur la table et peine à comprendre comment il est devenu si fort, tandis que le voyou en herbe se tord de douleur. Après que Nathalie explique qu'ils envisageaient de révoquer sa licence, elle demande à Seren comment diable il est entré en contact avec un esprit chat. Alors ils se saisissent l'un l'autre, craignant qu'elle ne soit sur le point de les punir. Cependant, après avoir dit qu'il allait sûrement devenir plus fort dans les mois à venir,
elle leur souhaite bonne chance et traîne Scarface hors du bâtiment. Voyant que Ryan est toujours confus par l'augmentation soudaine de son niveau de force, Kanad explique que l'établissement du contrat lui a donné accès à toutes ses capacités. Elle s'enthousiasme alors pour la prochaine mission, jusqu'à ce qu'il commence à fouiller les mauvaises herbes pour trouver une autre série d'herbes médicinales. Quand elle demande pourquoi il ne prend pas de quête de haut niveau, il lui rappelle qu'il vient d'obtenir sa licence et n'est encore qu'un aventurier de rang F. Alors qu'elle décide de donner le meilleur d'elle-même, peu importe l'ennui de la tâche, il apprivoise un autre groupe de lapins pour tout récolter, et elle s'énerve de son inutilité depuis qu'il l'a apprivoisé. Après lui avoir dit de ne pas s'inquiéter, il suggère de retourner à la guilde pour trouver un autre emploi, mais elle entend soudain du remue-ménage au loin et lui dit que quelqu'un est en danger. Quelques instants plus tard, ils arrivent sur les lieux et observent un vieil homme menacé par un grand groupe de voyous. Quand Kanad dit qu'il devrait aller chercher de l'aide, Rin lui répond qu'il sera trop tard quand ils reviendront. Dès qu'elle réalise ce qu'il compte faire, ils chargent tous les deux et mettent à terre tout le groupe en moins d'1 minute. Ils demandent ensuite au vieil homme pourquoi il voyageait sans escorte, et après qu'il ait dit qu'ils se sont tous enfuis quand les voyous sont apparus, il dit à Rin qu'ils doivent s'éloigner le plus possible, car personne n'a jamais tenu tête à leur groupe et vécu pour le raconter. En entendant cela, Ren prend un instant pour réfléchir à une solution rationnelle et décide que la meilleure approche sera de capturer chaque membre du groupe. Alors qu'il s'éloigne pour commencer le plan, Kanad lui rappelle qu'il y a au moins une centaine de voyous qu'il devrait affronter. Irène affirme que ce ne sera pas un problème, car il a le plan parfait pour s'en occuper. Devant leur repère, quelques minutes plus tard, il lui présente une espèce d'abeille très venimeuse et dit qu'il en apprivoisera un tas pour assommer tous les sbires jusqu'à ce qu'elle revienne avec des renforts. Il lui dit ensuite de rassembler autant d'aventuriers que possible, ainsi que l'ordre des chevaliers, et après qu'elle se soit enfuie, il invoque son armée d'abeilles pour commencer. Pendant ce temps, Lynn et Mina, qui s'avèrent être les escortes engagées par le vieil homme, viennent de s'arrêter de courir et prennent un instant pour reprendre leur souffle avant que Mina n'attrape un dompteur de bêtes de haut niveau qu'ils avaient engagé pour lui demander pourquoi il n'avait pas servi de bouclier humain. Après qu'il leur ait dit que les dompteurs de bêtes ne participent pas aux missions de combat, Mina demande pourquoi il n'a apprivoisé qu'un seul écureuil alors qu'il y en a des dizaines qui courent partout. Mais il est soudain choqué et demande comment ils peuvent s'attendre à ce qu'il fasse l'impossible. Pendant qu'il explique comment les dompteurs de bêtes normaux ne peuvent gérer qu'un seul animal à la fois, Ryan commande facilement à son armée d'abeilles de piquer tous les voyous dans le repère jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent. Lynn menace alors le dompteur de bêtes de prendre le blâme pour leur échec épique, et après qu'il se soit enfui, Mina affirme qu'il n'y a aucune chance que Ryan soit réellement puissant, juste parce qu'il pouvait apprivoiser plusieurs animaux. Plusieurs minutes plus tard, Kanad revient avec un groupe d'aventuriers de la guilde qui disent alors à Ryan que l'ordre des chevaliers a refusé d'aider. Avec leur aide, ils ligotent tous les voyous, mais juste au moment où lui et Kanad commencent à célébrer leur victoire, ils entendent un Après que Ryan ait dit aux aventuriers d'attendre dehors, avant que lui et Kanad affrontent battent les bêtes de rancée s'échappent dans une de bataille leur royale cage épique et ne qui dure commencent jusqu'à à tard le soir. attaquer toutes À les un moment personnes donné, en vue. les aventuriers commencent à craindre de ne pas s'en sortir vivants. Mais quand ils sortent tous les deux avec des cristaux obtenus des lézards vaincus, les aventuriers les entourent pour célébrer, ce qui fait réaliser à Rin qu'il a parcouru un long chemin depuis qu'il était le faible qu'Arios avait renvoyé. Plus tard à la guilde, Nathalie lui présente un gros sac de pièces en récompense de l'opération, avant de le promouvoir au rang E pour tous ses efforts. Il emmène ensuite Kanad faire du shopping pour de nouveaux équipements et s'arrête au restaurant de la ville pour savourer le meilleur dîner que l'argent puisse acheter. Cependant, quand il trouve enfin un hôtel pour passer la nuit, le bonheur s'estompe après qu'il ait appris qu'ils devront partager une chambre, tandis que Kanad saute immédiatement dans le lit et exprime à quel point elle est excitée de pouvoir enfin dormir à l'intérieur, au chaud. Il décide d'aller dormir dehors, mais elle l'empêche de partir et dit que ça ne la dérange pas de passer la nuit avec lui. En entendant cela, Rin lui dit d'arrêter de lui faire confiance si facilement, car son glizzy pourrait le pousser à faire des choses impies pendant la nuit. Mais elle insiste toujours sur le fait que ce ne sera pas un problème et dit qu'il est trop gentil pour faire quelque chose comme ça. Il décide alors de lui donner une leçon rapide sur la dangerosité des hommes, afin qu'elle comprenne pourquoi les chicks de Jen préfèrent être seuls avec des ours. Malgré cela, elle refuse toujours de le laisser dormir dehors et explique qu'il est le seul homme à l'avoir fait se sentir en sécurité depuis qu'elle a quitté son village. Il accepte donc de partager la chambre. Plus d'une semaine plus tard, ils accomplissent tous deux une quête moyenne. Mais quand ils retournent à la guilde pour être payés, Nathalie leur parle d'un chien de garde qui attaque quiconque tente de traverser le pont central. Après qu'elle ait expliqué comment toutes les victimes finissent par avoir besoin de soins hospitaliers, Kanad supplie Rehn d'accepter la quête, mais il lui dit d'oublier ça, car une telle mission sera probablement laissée aux aventuriers de haut rang. C'est alors que Nathalie explique que c'est en fait une quête ouverte à tous les intéressés, mais Rehn reste sceptique jusqu'à ce qu'elle lui dise que la récompense est de 5 pièces d'or. Peu après, lui et Kanad arrivent au pont, et après s'être extasié sur sa taille, elle lui demande s'il a une idée de qui ou de ce qu'est le chien de garde. Après qu'il lui ait rappelé que toutes les victimes étaient trop effrayées pour parler pour une raison quelconque, ils voient tous deux un dragon dans le ciel
et manque de s'évanouir sous le choc. Cependant, après être tombée sur le pont, Tanya passe à sa forme humaine, se présente comme l'une des espèces ultimes appelées draconides, avant de les défier en duel. Rien demande alors si elle est le chien de garde qui envoie les gens à l'issue, et quand elle dit que tout cela fait partie de son entraînement, Kanade explique que les draconides quittent leur ville natale pour commencer une longue période de formation une fois qu'ils atteignent un certain niveau. Cela pousse Ren à remettre en question sa décision d'accepter la quête, mais Kanade lui rappelle qu'elle est aussi l'une des espèces ultimes. Alors il reprend confiance et accepte le défi de Tanya. L'instant d'après, elle charge pour l'attaquer, et bien qu'il parvienne à bloquer, il réalise vite pourquoi personne d'autre ne pouvait la vaincre. Après l'avoir félicité d'être assez fort pour survivre à son attaque la plus faible, elle le repousse et décide de devenir sérieuse. Dès qu'il voit l'explosion se former dans sa bouche, il recule pour l'esquiver, mais Kanade se retrouve quand même avec une queue brûlée. Cela la met en colère, alors elle charge pour déchaîner une rafale de coups, tandis que Rin accepte qu'il est juste trop faible pour la vaincre seul. Il décide alors de rejoindre Kanade, mais Tanya bloque facilement leurs deux attaques avant de les attraper par la jambe et de les lancer aussi haut qu'elle le peut. L'instant d'après, il les voit préparer une autre explosion, mais celle-ci s'avère beaucoup plus puissante que la première et les transforme presque en ailes de barbecue. Cependant, quand la fumée se dissipe, Tanya voit qu'ils ont réussi à esquiver au dernier moment et complimente leur habileté avant de dire que personne n'a jamais tenu aussi longtemps contre elle. Rin décide alors d'arrêter d'utiliser uniquement les compétences de Kinad et lui dit de lui faire gagner du temps avant de s'enfuir. Alors elle décide de passer à la vitesse supérieure et attaque Tanya d'un coup de poing puissant qui manque de percer un trou dans le pont. Tanya parvient à l'esquiver, mais Kanade la submerge immédiatement d'une autre rafale de coups, tandis que Rin grimpe sur l'une des tours du pont pour faire un contrat avec une espèce spéciale d'oiseau. Quelques instants plus tard, Kaneda n'a plus de combinaison à utiliser contre Tanya. Mais Rin revient enfin et envoie ses oiseaux picorer chaque partie exposée de son corps. Après les avoir chassés, elle le traite de stupide d'avoir pensé qu'une telle attaque pourrait lui laisser une égratignure, mais après que tout son corps soit soudainement engourdi, il explique qu'il s'agit en fait d'une espèce d'oiseau très toxique. C'est pourquoi il en a eu besoin d'un tas juste pour paralyser un dragon. Quand elle admet soudainement sa défaite, ils sont surpris, alors elle demande s'il y a autre chose qu'elle puisse faire quand tout son corps vient d'être éteint. Après que Kanade saute sur Rain pour célébrer, il fait accepter à Tanya de poursuivre son entraînement ailleurs avant qu'il ne retourne à la guilde pour annoncer la bonne nouvelle à Nathalie. Comme d'habitude, elle commence à glaser plus fort que les fans de Taylor Swift et promet de lui donner ses pièces une fois qu'ils auront vérifié qu'il a bien vaincu le redoutable chien de garde. L'instant d'après, Chi remarque Tanya et essaie de demander si elle est une draconide, mais il l'intercepte rapidement et prétend qu'elle est un PNJ aléatoire déguisé. En sortant, il essaie ensuite d'expliquer à quel point il serait dangereux que tout le monde sache qui elle est, mais il la voit alors chercher querelle à un chevalier au hasard et montrer sa queue aux habitants. Dans un champ ouvert quelques minutes plus tard, Bryn explique l'importance de garder son identité secrète et suggère d'aller dans un autre endroit pour qu'elle puisse continuer son entraînement sans avoir d'ennui. Quand Kanade demande pourquoi toutes ses victimes n'ont rien voulu dire, elle leur rappelle que personne n'aime se faire tabasser par une méchante et demande soudain si elle peut rejoindre leur groupe. Ils sont tous deux surpris par la demande soudaine, alors elle explique que partir en quête avec eux servira d'entraînement parfait avant d'attraper Rin et d'admettre qu'elle l'aime bien. Kanade devient immédiatement jalouse et essaie de l'arrêter, mais après que Rin ait dit qu'il n'y voyait aucun problème, elle accepte à contre-cœur. Rin conclut alors un contrat avec Tanya, et après qu'il ait terminé le rituel, Kanade explique ce que signifie le signe sur sa main, et elle décide avec joie de l'appeler son maître. Des heures plus tard, Arios et son groupe de faibles reviennent d'une autre mission ratée et commencent à réaliser que Rain n'était pas aussi inutile qu'il le prétendait. Arius décide alors de le récupérer pour qu'il puisse l'utiliser juste le temps de terminer une mission spéciale qu'ils ont en vue. Quelques jours plus tard, Rin et les filles partent pour une nouvelle quête afin de chasser un essaim de Slim, et après plusieurs minutes de recherche dans les bois, Kanade commence à s'en plaindre, alors Tanya lui demande si elle en a peur. Après qu'elle ait expliqué comment leur corps visqueux lui collait toujours à la peau chaque fois qu'elle les rencontrait, Tanya affirme que ce ne serait pas un problème pour elle, car elle peut simplement les retirer à distance. Rin leur rappelle alors qu'ils doivent d'abord trouver les slimes avant de décider soudainement d'essayer de chercher depuis le ciel. Ils sont tous deux confus et se demandent comment ils comptent faire cela, jusqu'à ce qu'ils déchaînent une capacité spéciale sur un oiseau au hasard et s'évanouissent. Ils essaient immédiatement de le réveiller et craignent qu'il ne se soit juste marqué lui-même, jusqu'à ce qu'il commence à parler depuis le corps de l'oiseau et explique qu'il vient d'y transférer sa conscience. Après leur avoir dit de veiller sur son corps, il s'envole et localise enfin les slimes. Quelques instants plus tard, Kanade attrape un rocher pour les écraser, mais Tanya l'arrête et demande à Rin s'il a déjà créé une boule de feu. Il se souvient alors d'avoir essayé une fois, il y a plusieurs années, et dit qu'il a toujours été faible en magie élémentaire. Mais elle lui dit d'essayer d'attaquer les slimes avec. Quand une seule explosion ouvre presque un cratère dans le sol de la forêt, il est confus et se demande comment il est devenu fort. Tanya explique alors que l'apprivoiser lui a aussi donné accès à ses pouvoirs, exactement comme pour Kanade.
il est toujours surpris par l'augmentation soudaine de son niveau de magie. Mais quand Tanya dit que ça ne devrait pas être un problème pour son maître, il décide de se concentrer et lui demande si elle peut l'aider à la maîtriser. Tanya passe ensuite le reste de la journée à lui aboyer des ordres pendant qu'il lutte pour s'adapter à son nouveau niveau de puissance. Plus tard, ils retournent en ville, et alors que les filles décident d'attendre Rin devant la guilde, une jeune fille du coin apparaît pour leur poser des questions sur leur mission du jour. Après qu'elle lui ait parlé des slimes, elle les remercie pour toute l'aide, car c'était la ferme de ses parents qu'ils attaquaient toujours. Ils continuent tous de parler jusqu'à ce que Rin sorte avec l'argent qu'ils ont gagné et finissent par devoir dépenser chaque centime pour le buffet qu'ils commandent tous les deux pour le dîner. Quand ils ont enfin nettoyé chaque miette de leurs assiettes, Tanya demande à Ren où il a appris le domptage de bêtes, et Kanad dit aussi qu'elle était curieuse de savoir comment il était devenu si bon. Rin lui parle alors de sa ville natale, où tout le monde était dompteur de bêtes, et comment il passait chaque jour à s'entraîner jusqu'à ce que tout le village soit détruit. Tout a commencé comme n'importe quel autre jour, avec ses parents, qui étaient aussi dompteurs de bêtes. Contrairement à l'entraînement habituel qu'il ferait avec un aîné ou un ami, Ren décida d'aller dans les bois pour travailler les compétences qu'il avait déjà acquises. Au moment où il termina sa journée, le soleil était déjà couché. Mais ensuite, il fut intrigué par une lumière vive, brillante au loin, et réalisa qu'elle venait de son village. Il se précipita immédiatement chez lui, mais quand il arriva, il était déjà trop tard, car tout avait été réduit en cendres. Au lever du soleil le lendemain, un groupe d'aventuriers arriva sur les lieux pour le secourir, et l'un d'eux l'aida à trouver un endroit où loger. Cependant, il devait désormais passer ses nuits sur le sol froid, après de longues journées de travail brutal, juste pour se nourrir. Quand Arios le vit un après-midi et lui proposa de le faire membre de son groupe, il accepta volontiers et pensa que la vie allait enfin s'améliorer. Malheureusement, il apprit à ses dépens qu'il ne le voyait que comme un outil pour faciliter un peu leur mission. Après s'être excusé pour cette triste histoire, Ren confie aux filles qu'il a depuis longtemps accepté sa nature fragile. Mais Kanad lui rappelle toutes les fois où il s'est battu pour la protéger et affirme qu'il n'a toujours voulu que préserver les gens de la vie cruelle qu'il a endurée. Tanya avoue également apprécier sa gentillesse et sa prévenance, avant de s'énerver contre Arios, trop stupide pour comprendre qu'ils ont ignoré la meilleure chose qui soit jamais arrivée à leur groupe. Le lendemain, ils partent en quête pour éliminer un groupe d'orques, et Kanad décide de défier Tanya pour voir qui peut vaincre le plus d'ennemis. Après qu'elle ait facilement carbonisé tout un groupe d'entre eux, Ren lui rappelle que les orques sont en fait intelligents. Mais elle l'ignore et dit qu'ils sont encore trop stupides pour lui survivre. Quelques minutes plus tard, elle en aperçoit un gisant, près d'un rocher, et juste au moment où elle s'apprête à l'achever, il l'attrape par sa lumière, jusqu'à ce qu'elle tombe. Elle parvient tout de même à l'achever, mais un second attaque soudainement par derrière. Heureusement, Ren intervient et se fait poignarder au bras avant que Kanad ne terrasse l'orque. Tanya s'excuse immédiatement de ne pas avoir fait attention, mais Rin lui dit de ne pas s'inquiéter et se soigne. Peu après, il remet les cristaux à Nadali à la guilde avant que Kanad ne lui dise que Tanya est soudainement partie s'isoler. Quelques instants plus tard, une fille la voit et lui demande si elle a fait des éliminations épiques. Mais en remarquant sa tristesse, elle lui dit de parler si quelque chose la tracasse et lui souhaite bonne chance avant de s'enfuir. Au moment où elle réalise que Rin ne faisait que veiller sur elle quand il l'avait averti plus tôt, il apparaît pour lui parler. Elle s'excuse alors de l'avoir blessé à nouveau et promet d'écouter attentivement la prochaine fois. Mais il commence à lui frotter la tête et lui dit de ne pas s'inquiéter pour une chose aussi simple. Après que Kanad les ait rejoints et les serrés dans ses bras, ils retournent à l'hôtel, et Ren finit par dormir sur le sol pour qu'elles puissent toutes les deux profiter du lit. Cela fait monter les sentiments de Tanya pour lui à de nouveaux sommets, et après l'avoir fixé pendant quelques minutes, elle ressent une sensation chaude et agréable à un endroit spécial, alors elle le couvre correctement pour éviter toute tentation. L'après-midi suivant, ils accomplissent facilement une autre mission, et c'est de choisir entre acquérir plus d'équipements ou un autre buffet quand Arios apparaît avec le reste de ses anciens membres du groupe. Ren dit immédiatement aux filles de suivre un chemin séparé, mais Arios l'arrête et lui demande pourquoi il est si froid, après tout ce qu'ils ont traversé en tant que groupe. En entendant cela, les filles demandent s'il est le héros qui a renvoyé Ren, et il essaie immédiatement de les écarter avant de recevoir le choc de sa vie en réalisant ce qu'elles sont. Quand Kanad dit qu'elles sont des membres du groupe, Arios demande si elles l'ont aussi engagé comme esclave, comme eux, mais Kanad s'énerve et le met en garde contre le manque de respect envers son maître. Ils ont tous du mal à en croire leurs oreilles, et se demandent comment le pathétique Riant a réussi à attirer de si puissantes beautés à ses côtés. Arios lui rappelle alors une quête qu'ils avaient lui prévue dans les bois perdus, et explique à quel point il a été difficile de s'enfoncer dans la forêt sans avoir quelqu'un pour porter tout leur sac. Quand il lui propose de rejoindre à nouveau le groupe pour qu'ils puissent redevenir leur simple porteur, Rin s'énerve et demande comment ils peuvent même s'attendre à ce qu'il accepte après ce qu'ils lui ont fait. Après qu'Arios ait répondu en lui rappelant que tout le monde veut rejoindre le groupe du héros, Ren rejette froidement l'offre et commence à partir avec les filles, mais Mina l'arrête pour lui expliquer l'importance de la mission. Quand elle mentionne le roi démon, Ren est soudainement intriguée, alors elle lui parle d'un bouclier spécial caché par des monstres au fond des bois perdus, dont ils ont besoin pour avoir la moindre chance contre le roi démon.
Elle continue en lui donnant une explication détaillée du genre de destruction que l'humanité affrontera s'ils ne parviennent pas à arrêter le roi démon, et cela pousse Rin à se souvenir de ce qu'il a ressenti quand son village a été incendié, alors il accepte à contre-cœur de les aider. Ils essaient ensuite de le ramener à leur base, mais Kanad les arrête et exige des excuses appropriées pour le manque de respect qu'ils lui ont montré. En entendant cela, Arios prétend qu'il s'est déjà excusé, alors Tanya prend le relais et leur rappelle l'humiliation que Ren a subie avant de leur dire de s'agenouiller et de supplier son pardon. À ce moment-là, Arios perd complètement les pédales et dit qu'il ne s'inclinera jamais devant un tel échec sans valeur. Agaf affirme également qu'ils n'ont rien fait de mal, tandis que Lin et Mina continuent de dire que Rin devrait être reconnaissant de l'opportunité qu'ils viennent de lui offrir. Après avoir soudainement attrapé Rian par le col, Erios lui dit de maîtriser ses animaux de compagnie. Et quand Rian demande s'il vient vraiment d'appeler les filles ses animaux de compagnie, Erios insiste et le traite de fou de penser qu'elles sont meilleures que les humains, juste parce qu'elles sont l'espèce ultime, l'espèce suprême. Il admet alors qu'elles sont attirantes, mais juste au moment où il traite Rin de pervers aimant les animaux, Ren lui fracture le visage d'un coup de poing brutal et le met en garde de ne plus jamais manquer de respect aux filles. Erios décide alors de régler les comptes une bonne fois pour toutes par un duel entre leurs groupes. Et Ren accepte avec joie. Quelques instants plus tard, Kanad se prépare à affronter Agathe et promet de le forcer à s'excuser auprès de Ren, mais il insulte toujours Ren et laisse tomber son épée mégatin pour montrer sa force. Après avoir exprimé son excitation de combattre enfin l'une des espèces ultimes, Kanad charge et déchaîne une rafale de coups de poing puissants qui brisent presque l'épée. Quand elle lui demande s'il est trop faible pour riposter, il s'énerve et charge son épée pour une entaille mortelle, mais elle la repousse nonchalamment d'un coup de pied, le laissant figé sous le choc. Cependant, après qu'elle ait exprimé sa déception et dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit un tel faible, il décide de tout donner et s'excuse d'avance si l'attaque l'envoie auprès du seigneur. En entendant cela, Kanad commence à s'étirer et décide d'utiliser presque la moitié de sa force juste pour respecter le fait qu'il se donne à fond. Cela envoie des frissons dans le dos d'Agathe, alors que son esprit est inondé de peur. Au moment où il demande pourquoi une personne si puissante traîne avec Rin, elle répond par un coup de pied volant qui brise chaque vaisseau sanguin. Tandis que Kanad réalise alors qu'elle a peut-être utilisé un peu trop de puissance pour ce chauve-faiblard, Tanya se prépare à affronter Mina et Lin. Après avoir dit qu'elle aurait adoré tabasser Arios, elle propose d'y aller doucement avec eux, car elle ne se bat généralement pas avec des faiblards inutiles. Mais ils promettent de la vaincre et commencent à préparer de puissants sorts. Dès qu'ils lancent toutes leurs attaques, Tanya les annule d'un claquement de doigts, et ils commencent tous les deux à essayer de comprendre quel genre de ruse elle a utilisé. Le regard confus sur leur visage la fait rire, alors ils décident de réessayer, mais elle fait exactement la même chose et explique sa capacité à annuler n'importe quel sort magique. Malgré cela, les mauvais perdants commettent toujours l'erreur de penser qu'ils ont une chance, et se préparent pour leurs attaques les plus puissantes à ce jour. Cette fois, Tanya l'annule dès qu'elle se matérialise, et décide de leur montrer à quoi ressemble la vraie magie. En voyant les innombrables lances de terre sur le point de les écraser, ils commencent tous deux à supplier pour leur vie, mais Tanya s'arrête au dernier moment, et révèle que ce n'était qu'une illusion. Cependant, ils se sont quand même évanouis à cause du traumatisme, alors elle lui dit d'être reconnaissant que Ren ne soit pas un maître maléfique, car elle aurait adoré voir à quoi il ressemblerait après avoir été brûlé vif. À ce moment-là, Arios vient de commencer un autre discours narcissique sur sa grandeur, alors Rin essaie de le frapper à nouveau, et dit qu'il est fatigué d'écouter toutes les absurdités qu'il a à raconter. Après avoir promis de lui faire regretter son choix de mots, Arios attaque avec une technique d'épée incroyablement rapide et parvient à lui couper le visage, alors Rin commence à esquiver. Quand Arios essaie de se moquer de lui, parce qu'il est encore trop faible pour riposter, Rin remarque qu'il n'est pas vraiment fort pour un héros. Alors il l'attrape par le bras et lui demande s'il a d'autres tours à montrer avant de lui asséner un coup au corps vicieux qui le force à reculer. Arios reprend immédiatement son attaque et demande à Ren comment diable il les esquive. Alors Rin explique comment il a maîtrisé chacun de ses mouvements pendant le temps où ils ont travaillé ensemble et démontre une partie du pouvoir qu'il a obtenu de Kanad en lui assénant un coup de pied douloureux sur le côté. Il dit alors à Arios d'admettre sa défaite tant qu'il le peut encore, mais l'arrogant imbécile décide d'aller plus loin en déchaînant sa magie de foudre. Après que Ren l'ait bloqué avec la boule de feu de Tanya, Arios décide de le submerger avec chaque sort qu'il a appris de Lin. Mais alors Ren est soudainement distrait juste au moment où il charge pour le coup final. Tout à coup, le corps entier d'Arios s'engourdit. Alors Rin lui rappelle qu'il peut aussi apprivoiser les insectes avant de lui montrer l'abeille qu'il a invoquée quand ils ont commencé le duel. Alors qu'il se prépare à lui rendre la monnaie de sa pièce pour tout le manque de respect, Ario commence à supplier et essaie de lui rappeler tous les bons moments qu'ils ont partagés ensemble. Mais après avoir repensé à la façon dont ils l'ont toujours traité comme une ordure, Rain lui assène un coup de poing qui lui pulvérise presque le crâne. Heureusement, il a réussi à se retenir à la dernière seconde, et après qu'il ait admis que la vengeance est extrêmement satisfaisante, les filles courent le rejoindre. À peine quelques heures après cela, il pénètre dans les bois perdus. Mais Kanad commence à se sentir sceptique quant à la mission. Alors Tanya propose de tout brûler à vue. Après que Rian l'ait arrêté, il décide de se concentrer sur la recherche du bouclier de vérité dont Arios parlait.
Mais quand ils comparent la carte qu'ils lui ont donnée à la configuration actuelle des bois, il devient clair qu'ils doivent trouver un nouveau chemin par eux-mêmes. Quand elles commencent toutes les deux à demander pourquoi il doit aider Arios, il leur rappelle que seul un héros peut vaincre le roi démon. C'est pourquoi il doit manier le bouclier. Il leur frotte ensuite la tête et les remercie de toujours veiller sur lui avant d'élaborer un plan pour trouver leur propre chemin dans les bois. Après avoir appelé un oiseau, il échange sa conscience comme auparavant et s'envole pour cartographier un nouveau chemin. Quelques instants plus tard, il retourne à son corps, mais quelques minutes après s'être engagé sur le chemin qu'il a trouvé, il tombe sur une pierre qu'ils avaient placée au début et réalise qu'ils ont tourné en rond. Tanya active alors une compétence de traçage magique qui les mène à un arbre rempli de magie d'illusion. Alors qu'elle essaie d'expliquer comment sa magie fonctionne, le cerveau de Kanad manque d'imploser à cause de la surcharge d'informations, alors elle la résume avant de dire à Kanad de détruire l'arbre. Quand Rian demande pourquoi elle ne peut pas simplement annuler la magie comme elle l'a fait avec Lynn et Mina, elle explique que la magie de ce niveau prendra beaucoup de temps et la laissera probablement extrêmement épuisée en énergie. Cela fait réaliser à Kanad qu'elle ne veut juste pas que Rin ait l'air mal devant Arios à nouveau, alors elle accepte de détruire l'arbre. Mais au moment où elle s'approche suffisamment, une voix l'avertit de rester à l'écart. L'instant d'après, une fée émerge de l'arbre et leur ordonne de partir. En la voyant, Rin se fige sous le choc, car les fées ont été vues pour la dernière fois il y a plus de 2 siècles après une guerre contre les humains. Dès que le choc se dissipe, il essaie de la raisonner, mais elle continue de leur ordonner de partir et menace finalement de s'assurer qu'elle est la dernière chose qu'il verra. Après plusieurs minutes de course, Tanya et Kanag essaient de comprendre pourquoi ils viennent d'être attaqués par l'une des espèces ultimes. Seren explique leur haine envers les humains, mais dit qu'elle n'aurait même pas dû se montrer à eux si désinvoltement. Kanad lui rappelle alors les monstres qui, selon la rumeur, gardent le bouclier et dit qu'elle pourrait travailler avec eux. Quand Tanya dit qu'ils devraient juste retourner et finir ce qu'ils ont commencé par la force, Rin suggère de parler avec la fée à la place. Ils sont tous deux surpris par le fait qu'ils puissent même y penser après qu'elle l'ait presque tué, mais il insiste sur le fait qu'ils doivent juste essayer une approche douce et les convainc de tenter au moins leur chance. Quelques instants plus tard, ils retournent à l'arbre. Mais ils s'avancent le premier pour parler à Sora. Comme auparavant, elle commence à menacer d'attaquer s'il ne part pas, et quand il demande s'ils peuvent en discuter, elle refuse et se prépare à déchaîner une partie de sa magie. Après avoir empêché les filles d'interférer, il dit à Sora de faire de son mieux si cela l'aide à lui faire confiance. Alors elle l'attaque avec une rafale de flèches, mais ne parvient qu'à le griffer. En voyant qu'il a toujours un sourire chaleureux sur son visage, elle demande s'il est vraiment un humain, comme ceux qui ont menacé de détruire leur terre toutes ces années auparavant. Il admet alors que les humains peuvent être avides, mais explique que tous ne sont pas assoiffés de sang. Cependant, elle refuse toujours de lui faire confiance et essaie d'attaquer à nouveau. Alors Kanad et Tanya interviennent pour le protéger, la façon dont elles choisissent si facilement de se sacrifier pousse Sora à avoir des doutes. Alors elle décide de l'écouter et se présente correctement. Quelques minutes plus tard, ils finissent d'expliquer leur quête pour obtenir le bouclier de vérité et lui demandant si elle peut faire tomber la barrière, mais elle refuse et explique qu'elle protège le chemin vers sa patrie. Quand Tanya demande si elle couvre juste le monstre qui détient le bouclier, elle affirme qu'il n'y a pas de monstre dans les bois perdus et le prouve en se téléportant dans son village pour aller chercher le bouclier. Après l'avoir remis nonchalamment, elle explique qu'ils l'ont protégé pendant les derniers siècles et dit qu'elle ne le leur donne que parce qu'ils détestent les monstres plus que les humains. Ren la remercie alors pour son aide et demande s'ils peuvent lui offrir quelque chose en retour, mais elle rejette l'offre et lui dit de partir. Cependant, juste au moment où Tanya et les autres commencent à partir, il revient parler à Sora et promet qu'il peut gérer tout ce qui la préoccupe. Malgré cela, elle s'empêche de lui dire, craignant qu'il ne se mette seulement en danger, mais il l'assure une fois de plus qu'il peut tout gérer. Après que Tanya et Kanad aient dit la même chose, elle leur parle de Runa, sa sœur jumelle, qui avait été assignée à garder la barrière avec elle. Un certain jour, elles se sont lassées de ne rien faire et ont décidé de se promener dans les bois, mais cela s'est avéré être leur pire erreur, car elles ont rencontré un chevalier de l'ombre qui a fini par capturer Runa. Voyant que les espèces ultimes sont les seules capables de tenir tête au roi démon par elles-mêmes, le chevalier a exigé de passer la barrière en échange de la liberté de Runa, mais Sora a refusé et est rentré chez elle pour demander de l'aide à leur chef. Malheureusement, le chef lui a dit d'accepter l'enlèvement de Runa comme punition pour leurs actions. Après avoir réalisé qu'elle devait avoir été malheureuse seule tout ce temps, Rin promet de sauver Runa et de vaincre le chevalier de l'ombre sans mettre sa patrie en danger. Sora se jette alors dans ses bras pour exprimer sa gratitude, avant de révéler que le chevalier de l'ombre lui a donné jusqu'à la fin de la journée pour faire tomber la barrière, où il enverrait Runa à une mort précoce. Quand Rin lui dit de ne pas s'inquiéter et se tourne pour partir, elle propose de l'accompagner, mais il l'arrête et explique que la voir là ne ferait qu'inciter le chevalier de l'ombre à attaquer Runa. Après avoir accepté de rester, Sora leur donne alors les directions de l'endroit où le chevalier attendait, et il le trouve en seulement quelques minutes. L'instant d'après, Rin lance une boule de feu, mais le chevalier de l'ombre ne bronche à peine et le traite de stupide de ne pas réaliser que les sorts ne fonctionnent pas sur lui.
Cependant, après que Kanad ait asséné un coup de pied brutal, suivi d'un coup de poing de Ren, ils affirment déjà connaître sa résistance. Le chevalier demande alors à Ren pourquoi il choisirait de le combattre malgré qu'il sache à quel point il est puissant. Alors que Rin essaie d'éviter la question, le chevalier remarque que Kanad avait jeté un coup d'œil à Runa et réalise que Sora les a envoyés pour la sauver, alors il décide de la battre. Heureusement, Tanya bloque son attaque et s'échappe rapidement avec Runa afin qu'il puisse se concentrer sur sa défaite. En réalisant qu'il vient d'être dupé, le chevalier perd les pédales et déchaîne une puissante compétence qui menace de détruire toute la forêt. Rin dit alors à Kanad de se préparer pour une dernière attaque, et quand elle dit que ce n'est peut-être pas assez fort, il lui dit de ne pas s'inquiéter et invoque un groupe d'abeilles. Au moment où Kanad n'a plus de ruse pour arrêter le chevalier, Rian le submerge avec les abeilles et en profite pour augmenter le niveau de force de Kanad avec un puissant sort. Avec ses capacités augmentées au maximum, elle lui assène un coup au corps vicieux avec chaque once d'énergie restante dans son corps et ouvre un trou en plein dans les entrailles du chevalier, le faisant se briser en poussière de fée. Elle court alors vers Rin et lui demande comment il a réussi quelque chose d'aussi puissant. Alors il explique qu'il a en fait appris ce sort dans sa ville natale, mais qu'il ne pouvait pas l'utiliser avant d'acquérir la magie de Tanya. À ce moment-là, Tanya revient pour le féliciter, et dès que Runa reprend conscience, il la ramène à l'arbre pour la réunir avec Sora. Après que les sœurs se soient tapées dans la main, Sora demande s'il y a quelque chose qu'elle peut faire pour rendre l'appareil, mais ils lui disent de ne pas s'inquiéter. Runa les remercie également, avant de parler soudainement de toutes les choses bizarres que le chevalier aurait pu lui faire. Elle va plus loin en demandant à Rin s'il a pensé à ses gâteaux de fées se faisant claquer, mais il est choqué par la question inhabituelle, alors Sora commence à la poursuivre pour l'empêcher de le taquiner. Quelques instants plus tard, les filles demandent si elles sont heureuses de garder leur ville natale ensemble à nouveau. Mais Sora révèle qu'elle veut en fait partir parce qu'elle ne peut pas pardonner la façon dont elles ont toutes trahi Runa pour se sauver elles-mêmes. Après avoir été d'accord avec elle, Runa admet qu'elle ne ferait que se retrouver en plus grand danger, puisqu'elles ne connaissent presque rien du monde extérieur. Alors Kanad demande si elles aimeraient rejoindre le groupe. Tanya est également d'accord que ce serait une excellente idée, et après que les sœurs aient décidé de faire confiance à Rhéan, malgré leur histoire avec les humains, il accepte également. L'instant d'après, elles demandent toutes les deux à être apprivoisées, mais il commence à douter de lui-même, car apprivoiser deux fées à la fois est quelque chose qu'il n'avait jamais cru possible. Tanya et Kanad le remarquent, et lui rappellent qu'il est beaucoup plus fort qu'avant, alors il décide de tenter sa chance. Après avoir pris un moment pour comprendre le sort de contrat, il commence le processus et parvient à le réaliser. Cependant, après qu'elles aient toutes les deux vu le symbole du contrat sur leurs mains, il réalise que cela a demandé beaucoup d'énergie et manque de tomber inconscient. Heureusement, les sœurs le soutiennent, et alors qu'elles commencent à proposer de prendre soin de lui quand il le souhaite, Tanya et Kanad réalisent qu'elles ont peut-être sous-estimé à quel point les jumelles peuvent être étranges. Quelques heures plus tard, ils retournent en ville, et Ren va immédiatement remettre le bouclier à Arios, mais ils refusent de croire qu'ils ont pu accomplir la quête si rapidement. Après que Mina l'ait évalué avec sa magie et réalisé que c'est légitime, Arios remarque les jumelles qui se cachent et essaie de demander qui elles sont, mais Rin le distrait rapidement à cause du conflit entre humains et fées. Il exige alors le paiement convenu, et dès qu'Arios le lui remet, il se tourne pour partir, mais Agathe demande soudainement s'il aimerait rejoindre leur groupe à nouveau. Arios essaie immédiatement de l'arrêter, mais Agathe lui dit d'arrêter d'agir comme s'il n'avait pas besoin d'aide. Mina et Lynn sont également d'accord qu'ils ont besoin de Rin. Alors Agathe s'approche pour expliquer tous les avantages de travailler à nouveau ensemble et promet également qu'ils cesseront de le traiter comme un esclave. Cependant, le souvenir de toutes les fois où ils l'ont manqué de respect le met toujours en colère, alors Kanad et Tanya lui disent au quid de ne pas prendre la peine de leur répondre. Agathe lui rappelle la grande récompense qui attend le groupe du héros après avoir vaincu le roi démon, mais Rin refuse l'offre, disant qu'il a déjà tout ce qu'il lui faut. Après son départ, Agathe le traite de stupide pour avoir rejeté une offre aussi incroyable et agit comme s'il n'avait plus besoin de lui. Mina et Lynn soutiennent aussi son délire, mais alors qu'il se prépare pour la mission, Arios se remémore sa défaite embarrassante et jure de faire souffrir Rin pour l'avoir insulté. Pendant ce temps, Ren et les filles viennent juste de trouver un peu d'ombre sous un arbre, et quand les jumelles demandent pourquoi seul Arios peut affronter le roi démon, ils décident de leur donner une leçon d'histoire. Il y a de nombreuses années, le roi démon a pris le contrôle de toute l'humanité avec son vaste pouvoir, s'assurant que personne ne puisse lui résister. Le héros de l'époque fit un pacte avec les dieux, recevant leur sang, ce qui lui conféra une compétence de Limit Break, augmentant ses pouvoirs jusqu'à le rendre assez fort pour sauver l'humanité. Ce pouvoir fut ensuite transmis à sa descendance et réside actuellement en Erios, ce qui signifie qu'il deviendra assez puissant pour affronter le roi démon. Après ce cours, les jumelles disent à Rin qu'il pourrait aussi avoir une compétence de Limit Break, car il monte de niveau chaque fois qu'il apprivoise une nouvelle espèce. Kanad et Tanya sont d'accord, suggérant qu'il affronte le roi démon au lieu de laisser ça à Arios et à son groupe de perdants. Malgré les encouragements, Rin peine à croire qu'il serait assez fort pour réussir et dit avoir besoin d'un peu plus de temps pour y réfléchir. Après s'être excusée de l'avoir mise au pied du mur, elles promettent toutes de le soutenir, quelle que soit sa décision finale.
Au petit déjeuner le lendemain, les filles suggèrent d'acheter de nouveaux équipements pour que Ryan puisse pleinement exploiter les pouvoirs qu'il a acquis d'elle. Peu après, ils se dirigent tous vers la ville, mais les jumelles s'inquiètent d'être entourées de tant d'humains et s'accrochent à son bras pour se protéger. Quand Sora promet de protéger Runa à tout prix, Ryan leur rappelle que tous les humains ne sont pas mauvais, mais elles restent sur leur garde au cas où un individu dangereux les remarquerait. Juste à ce moment, deux types laids et curieux interpellent Tanya, lui rappelant qu'ils furent les premiers à être malmenés à son arrivée sur le pont. Le voyou maigrelet essaie de dire qu'il connaît sa vraie identité, mais son ami costaud le repousse, affirmant qu'il voulait juste montrer du respect pour son incroyable pouvoir. Tanya accepte alors leur salutation et promet de les combattre à nouveau s'ils parviennent à devenir plus forts. L'instant d'après, une vendeuse de fruits offre une pomme à Kanad en signe d'appréciation pour l'avoir aidé à déménager ses affaires. Cela fait réaliser aux jumelles qu'être entouré d'humains n'est peut-être pas si mal, mais alors, 3 fans locaux de Ryan apparaissent soudainement pour parler, alors elles se préparent toutes deux à les repousser. Cependant, après avoir traité Ran de Rizmaster pour avoir séduit tant de jolies filles sans même essayer, l'une des filles s'extasie sur la beauté des jumelles. Sora la remercie pour le compliment, mais Runa décide que ce serait l'occasion parfaite de montrer à quel point elle est incroyable. Au moment où elle essaie d'activer un sort, ses ailes deviennent visibles. Seren et Sora lui ferment immédiatement la bouche et s'éloignent aussi vite que possible, lui rappelant que les humains ne peuvent pas comprendre ce qu'elles sont réellement. Plusieurs minutes plus tard, ils arrivent au magasin d'équipement de Stoloff. Le propriétaire les accueille avec un sourire narquois. Après avoir dit à Rin de regarder et de choisir ce qu'il veut, Runa trouve un fouet et explique comment il peut l'utiliser pour un jeu de rôle 50 nuances avec elle plus tard. Pendant que Sora commence à la frapper pour toujours inventer quelque chose de bizarre, Rin prend une dague mais remarque quelque chose d'étrange dès qu'il la sort de son fourreau. Juste à ce moment, un aventurier entre et exige la meilleure épée que l'argent puisse acheter, jetant un gros sac de pièces à Stoloff. Cela contrarie encore plus Sora, mais il cache sa colère et choisit une épée d'apparence fantaisiste pour monsieur dépense beaucoup. Après avoir agi comme si l'épée était la plus puissante qu'il ait jamais touchée, l'aventurier s'en va. Mais alors Rin demande à Stoloff si c'était vraiment la meilleure épée qu'il possédait. Stoloff lui demande s'il l'accuse de quelque chose. Rin explique alors que chaque arme exposée est basique et n'a l'air fantaisiste que pour attirer les clients inexpérimentés. Quand il se met soudainement à rire et félicite la capacité de Rin à remarquer quelque chose d'aussi simple, les jumelles le traitent d'escroc, mais il leur assure que chaque arme exposée est vendue au juste prix. Après avoir dévoilé sa collection secrète, Ren remarque immédiatement leur puissance et demande pourquoi il les cache au public. Stoloff explique alors comment les aventuriers de la nouvelle génération traitent sa précieuse création comme de la ferraille dès qu'ils trouvent quelque chose de fantaisiste. Il leur parle ensuite du processus douloureusement long de fabrication d'épées puissantes et les convainc que son escroquerie est le seul moyen de s'assurer que seuls les vrais guerriers aient accès à des armes de haute qualité. Il félicite ensuite Ren d'avoir percé la façade à nouveau et lui demande comment il a fait si facilement, car même des aventuriers de haut rang sont encore victimes de l'arnaque. Après un moment de réflexion, Ren lui dit que cela doit être lié à sa vie quotidienne de dresseur de bêtes, car il observe chaque détail de tout ce qu'il rencontre durant ses quêtes. Cela augmente encore plus le respect de Stoloff pour lui, alors il exprime un profond désir de lui fabriquer quelque chose de spécial. Tous sont excités d'entendre cela, jusqu'à ce que Stoloff dise que ce ne sera pas possible sans un minerai spécial appelé Mithril. Plus tard ce jour-là, ils se dirigent tous vers la guilde, et l'agitation les rend curieux. Rin demande à Nathalie s'il se passe quelque chose d'important. Quand elle leur dit qu'Arios recrute de nouveaux membres, Kanad et Tanya remarquent le changement d'humeur soudain de Rin, mais il leur frotte la tête et promet qu'il a tourné la page. Nathalie demande alors qui sont les jumelles pour lui, et Runa invente immédiatement une histoire sur la façon dont il aime s'amuser bizarrement avec elles deux. Alors que Nathalie panique et craint qu'il n'ait été un pédif tout ce temps, il lui remet une demande de mission spéciale pour changer de sujet. Après que Stoloff leur ait dit qu'il avait besoin de Mithril pour fabriquer des épées puissantes, ils ont cherché un moyen d'en trouver. Mais il leur a dit de ne pas s'inquiéter, car son père lui avait légué toute une mine remplie de Mithril. Cependant, il avait récemment remarqué que tout le Mithril avait disparu et ne pouvait rien y faire. Ryan a donc proposé d'aller enquêter avec les filles en son nom. Stoloff l'a remercié d'être si prévenant et a demandé combien de pièces d'or il facturerait, mais Ryan lui a seulement demandé de fabriquer une épée puissante s'il parvenait à récupérer le Mithril perdu. Après avoir reçu l'approbation de Nathalie pour la mission, ils se sont tous mis en route pour trouver la mine, mais après presque une heure de marche sous la chaleur torride, les jumelles commencent à fondre. Quand elles expliquent la faiblesse de leur espèce, Rin aperçoit un lac, et elle le supplie pour une pause baignade, alors il accepte à condition qu'elle fasse vite. Juste à ce moment, Kanad essaie de se déshabiller sans réaliser qu'il est toujours là. Alors il part rapidement et crée un contrat avec 2 écureuils pour veiller sur elle avant de faire une sieste. Quelques instants plus tard, les jumelles deviennent jalouses de Kanad et Tanya, et quand Runa commence à exiger de savoir comment elles sont devenues si grandes, Stora la poursuit autour du lac
pour arrêter ses caprices. L'instant d'après, Kanad sent quelque chose sur son endroit interdit et crie. Seren se précipite immédiatement vers le lac pour la sauver, seulement pour voir que c'est juste un poisson essayant de grignoter sa queue. En réalisant qu'il a aussi vu tout ce qu'elles essayaient de cacher, il implore leur pardon, mais elles finissent par paraître très cool à ce sujet, et essaient même de faire une dernière baignade avec lui. Heureusement, il évite leur plan bizarre pour se concentrer sur la mission. Mais quand ils arrivent enfin à la mine, ils remarquent un oiseau volant selon un schéma étrange. Juste à ce moment, 2 gars sortent et demandent un combat. Rind dit alors à Kanad et Tanya d'y aller doucement pour qu'ils puissent les interroger. Malheureusement, leur immense force s'avère un peu trop pour ces faibles perdants, alors les jumelles proposent de fouiller leurs souvenirs. Après avoir appris qu'il s'agit d'une opération dédiée au vol du mithril de Stolov, Ren décide d'aller arrêter les autres, disant qu'ils les attendent déjà, car l'oiseau étrange était contrôlé par un dresseur de bêtes. Alors qu'ils entrent dans la mine, les aventuriers voleurs les accueillent avec une boule de feu mortelle. Mais les jumelles la bloquent facilement et décident de montrer à Rin leur utilité. Après avoir combiné leurs pouvoirs pour capturer les magiciens, 2 fans de flèches vertes essaient de les abattre. Mais Tanya réduit leurs flèches sans cendre avant que Kanad ne les assomme. Rain dit alors au dresseur de bêtes d'accepter la défaite, mais il refuse et essaie de le poignarder. Ryan lui assène un coup brutal au corps pour l'affaiblir. Cependant, il refuse toujours de se rendre et invoque un behemoth, ce qui laisse tout le monde stupéfait, car un monstre aussi puissant devrait être bien trop pour un dresseur de bêtes ordinaire. En voyant l'expression choquée sur leur visage, le dresseur de bêtes explique comment il a élevé le behemoth depuis qu'il était petit pour s'assurer qu'il ne lui soit loyal qu'à lui. Après l'avoir envoyé les attaquer, Ren le distrait assez longtemps pour que les filles fassent en sortir tout le monde en toute sécurité. Mais Tanya remarque l'inquiétude de Kanad, alors elle lui dit d'aller l'aider. À ce moment-là, Ren, qui vient d'être frappé par un énorme morceau de terre, a du mal à s'écarter, alors Kanad le tire et suggère de faire équipe pour vaincre le behemoth. Au lieu de suivre son plan, il lui dit de capturer le dresseur de bêtes, car c'est lui qui contrôle le behemoth. Quand elle le saisit enfin, Ren lui demande gentiment d'arrêter son animal déchaîné, mais il refuse, disant qu'il préférerait perdre la vie. Ren réalise alors qu'il ne tiendra pas longtemps avec seulement des manœuvres d'évasion, alors il décide d'essayer quelque chose d'extrêmement risqué et s'arrête juste devant la bête. Après que le dresseur psycho lui ait ordonné de lui écraser le crâne, elle essaye d'attaquer, mais Rin active soudainement un contrat et devient son nouveau maître. Le dresseur psycho a du mal à croire ses yeux en voyant cela, et Rin admet que cela a demandé beaucoup d'énergie. Mais alors, le dresseur perd à nouveau le contrôle et commence à aboyer des ordres au behemoth. Rin essaie de l'arrêter car la bête pourrait devenir folle, mais il continue jusqu'à ce que le behemoth retrouve son état naturel. Après que Ren l'ait rapidement frappé avec une boule de feu, ils attachent le psychodresseur avec le reste de ses camarades voleurs. Plus tard ce jour-là, ils retournent au magasin de Stolov et expliquent qu'ils cherchaient seulement à se venger de lui pour les armes de mauvaise qualité qu'il leur avait vendues. Cela lui fait réaliser qu'escroquer ses principaux clients n'était pas une si bonne idée, et Rin convient que ses actions étaient complètement stupides. Cependant, il lui dit ensuite de se concentrer sur la réparation, en fabriquant uniquement des armes de haute qualité pour tous, quelle que soit la façon dont ils choisissent de les traiter. Après avoir promis de faire mieux, Stolov décide de commencer par fabriquer l'arme qu'il veut. Rin demande alors un gantelet et une dague avant de demander aux filles si elles sont partantes pour une autre pause. Plusieurs minutes après le coucher du soleil, Arios refuse un autre candidat essayant de rejoindre le groupe. Et quand le dresseur de bêtes demande pourquoi, Arios explique son inutilité au combat, ne pouvant apprivoiser qu'une créature et ne sachant pas se battre. Le dresseur lui rappelle alors que leur travail est d'apprivoiser les animaux et qu'il est impossible d'en gérer plus d'un, ce qui ne fait qu'accroître le dégoût d'Arios envers lui. Quand il le renvoie enfin, Mina lui dit qu'il n'y a pas d'autres candidats et commence à s'inquiéter pour leur mission car Arios a passé la journée à refuser de très bons dresseurs juste parce qu'aucun n'était au même niveau que Rain. Elle rassemble alors le courage de lui dire que tous les dresseurs de bêtes n'étaient pas mauvais. Mais en voyant l'expression sur son visage, elle change rapidement d'attitude et le félicite d'être un héros aussi incroyable. Après avoir dit qu'Agathe et Lynn trouveront probablement quelqu'un d'assez bon pour les rejoindre, il lui dit d'aller se reposer. Elle le remercie d'être si prévenant et se tourne pour partir. Cependant, juste au moment où elle atteint la porte, elle lui rappelle de se reposer aussi car il a un monde à sauver. Mais après son départ, il sort un anneau rempli de magie noire et décide de tuer Rin à tout prix. À la guilde le lendemain, Nathalie dit à Rin de ne pas s'inquiéter pour le psychodresseur et ses amis, car ils ont été privés de leur licence et passeront longtemps à payer pour leurs crimes. Quelques instants plus tard, les jumelles remarquent sa mauvaise humeur, et quand il explique ce qui s'est passé, elles lui disent d'arrêter de s'en vouloir, car elles ne lui ont laissé aucun choix. Cela le fait se sentir un peu mieux, alors il décide de les emmener se promener en ville. Après s'être arrêté à un stand de hot-dog pour leur donner leur premier goût de bonnes choses, il trouve un banc pour s'asseoir, mais les jumelles se relèvent dès qu'elles ont fini de manger pour lui demander s'il a remarqué quelque chose de différent dans ses capacités.
La question soudaine le déroute, alors elle lui rappelle le changement de puissance qu'il a connu après avoir apprivoisé Tanya et Kanad, puis lui demande s'il a remarqué quelque chose après les avoir apprivoisés. Il prend un moment pour y réfléchir, mais finit par briser leurs espoirs en affirmant ne rien ressentir de différent par rapport à avant leur rencontre. Après qu'il leur ait frotté la tête et dit qu'il ne choisit pas ses amis parce qu'ils peuvent faire, elle lui demande pourquoi il est si gentil avec elles alors qu'elles sont inutiles comparées à Tanya et Kanad. Réalisant leur insécurité, il décide d'expliquer son expérience avec Arios en détail pour leur faire comprendre pourquoi il valorise la confiance bien plus que les compétences et les capacités. Le discours d'encouragement les rend à nouveau joyeuses, alors elle décide de prendre une autre tournée de nourriture. Mais sur le chemin du retour, elle rencontre un geek étrangement habillé nommé Edgar, qui dit immédiatement aux jumelles qu'il veut en faire ses nouvelles servantes de plaisir. Après qu'elle l'ait traité de stupide, pour avoir pensé qu'elles iraient avec lui, Rin demande qui il est. Il révèle alors que son père est le seigneur de la ville et ordonne aux filles de le suivre. Quand Rin dit qu'il ne les laissera jamais être prises contre leur gré, Edgar envoie ses chevaliers les capturer, mais Rin assomme rapidement la plupart d'entre eux. Après que les restants se soient éloignés de lui, Rin dit à Edgar d'accepter la défaite, mais il décide d'aller plus loin et prend tous les habitants en otage. Rain lui rappelle qu'ils sont les sujets qu'il doit protéger, mais il dit qu'ils ne sont que des outils sans valeur et menace de couper des têtes si les filles ne partent pas avec lui. Quand elles proposent toutes deux de le vaincre avec leurs capacités, Rin les arrête car révéler qui elles sont signifierait qu'elles ne pourraient plus vivre une vie normale. L'instant d'après, il se souvient soudainement d'un sort puissant et crée plusieurs portails à la fois avant d'illuminer les chevaliers, jusqu'à ce qu'ils s'enfuient avec Edgar. Tous les habitants se rassemblent alors pour le louer, et pendant qu'il entame une conversation pour s'assurer que tout le monde va bien, Arios est excité de commencer son plan. Plus tard, Sora et Runa décrivent à Tanya et Kanad à quel point Ran était incroyable, disant qu'il a définitivement obtenu la compétence de multiplication d'ailes. Quand Tanya demande comment Edgar peut s'en tirer avec quelque chose d'aussi sinistre, Rin explique qu'il aime ramasser des filles au hasard et les enfermer dans le manoir de son père pour son plaisir. Runa dit alors qu'il utilise probablement le pouvoir de son père pour éviter tout problème, alors Tanya propose de brûler tout le manoir et de mettre fin à sa folie. Après que Rian lui ait dit de se détendre, elle lui dit qu'ils doivent faire quelque chose car Edgar reviendra probablement pour les jumelles et lui. En cherchant une solution, il envisage de quitter la ville avec elle, mais elles comprennent ce qu'il pense et lui rappellent qu'il n'a pas à assumer seul la responsabilité de les protéger. Il les remercie alors pour leur soutien et accepte d'agir avant qu'Edgar n'ait une chance de frapper à nouveau. Quelques heures plus tard, le père d'Edgar lui rappelle de demander de l'aide s'il en a besoin, et après son départ, Edgar appelle un chevalier nommé Gillette pour s'assurer qu'il a traité toutes les plaintes des habitants. Après lui avoir jeté un gros sac de pièces d'or, il demande tous les détails qu'il peut trouver sur Ren et lui dit de l'arrêter sur le champ. Dès que Gillette part, Edgar sonne sa cloche d'invocation, et une fille nommée Nina répond immédiatement, seulement pour finir par devenir son punching ball humain. Le lendemain, Ren et Kanad trouvent l'ordre des chevaliers 8Q, mais juste au moment où il essaie de déposer une plainte contre Edgar, un groupe de chevaliers apparaît pour lui dire qu'accuser le fils du seigneur équivaut à commettre une trahison. Kanad essaie alors de leur dire ce qu'il a fait, mais Ren l'arrête et attend qu'il parte avant de lui dire qu'ils travaillent avec lui. L'instant d'après, ils sentent quelqu'un dans l'allée, juste avant qu'une chevalière nommée Stella ne se révèle et s'excuse de les avoir traqués. Son humilité surprend Rin, mais le vrai choc s'installe quand elle dit être la vice-capitaine de l'ordre des chevaliers. Après qu'il se soit présenté, elle pousse un soupir de soulagement et dit avoir déjà entendu parler d'eux depuis qu'ils ont vaincu toute une armée de bandits. Elle explique ensuite comment tout l'ordre est devenu corrompu après que leur capitaine Gillette ait commencé à accepter des pots de eau de vin d'Edgar et de son père et demande leur aide face à l'injustice faite aux habitants. Ren a toujours du mal à croire qu'un des chevaliers est réellement bon, mais Kanad l'assure qu'elle est l'une des bonnes. Alors il accepte d'aider. Quand Kanad demande s'ils peuvent aller arrêter Edgar, Stella lui rappelle qu'ils ne peuvent rien faire sans preuve, alors Rin décide de tendre un piège au chevalier. Après avoir localisé une grange vide plus tard ce jour-là, Rin passe au magasin de Stolov pour récupérer son arme avant de retrouver Stella après le coucher du soleil pour la mission. Au même moment, Gillette, qui a déjà rassemblé ses chevaliers corrompus, explique comment il a appris que des preuves de leurs méfaits étaient gardées dans la grange. Il leur ordonne ensuite de s'assurer que rien d'incriminant ne quitte la grange. Mais dès qu'ils entrent, une volée de flèches élimine la moitié de l'escouade. Gillette ordonne alors une retraite, seulement pour découvrir qu'ils viennent d'être enfermés par les jumelles. Après avoir éliminé tous les chevaliers, Rian vise Gillette, mais il sent l'attaque arriver et la bloque avant de les repérer tous les deux. Stella décide alors de l'achever et essaie de lui rappeler l'importance de faire respecter la loi tout en croisant le fer. Son discours moralisateur ne fait que l'énerver, alors il la renverse, mais elle parvient à se relever et décide d'accepter qu'il ne sera jamais le doux chevalier innocent qu'elle a connu autrefois. Après qu'elle l'ait vaincu, Edgar la prend et décharge sa colère sur Naina, avant de se souvenir qu'il a plus de 100 gardes personnels pour le protéger.
Juste à ce moment, Arios apparaît à sa fenêtre et explique à quel point il déteste Osirin avant de lui donner l'anneau magique et de lui dire d'éliminer leur ennemi mutuel. Plusieurs minutes plus tard, Stella arrive au manoir familial d'Edgar avec ses chevaliers et ordonne aux soldats stationnés là de bouger pour enquêter sur le manoir et trouver des preuves des méfaits d'Edgar. Quand les soldats refusent et demandent, Gillette, Tanya et Kanad apparaissent et expliquent à quel point Stella est incroyable avant de donner aux soldats une dernière chance de coopérer. Après qu'ils aient répondu en mobilisant chaque soldat du domaine, les filles sont impatientes de tester leurs compétences. Pendant ce temps, Edgar, qui observait depuis son bureau, décide de s'emparer de Tanya et Kenneth après avoir éliminé Rin avec l'anneau, se demandant ensuite pourquoi il n'était pas apparu avec elle. À ce moment-là, Rin s'introduit discrètement dans le manoir avec les jumelles et discute de leur plan pour libérer tous les otages, afin qu'Edgar n'ait aucun moyen de pression lorsqu'ils tenteront de l'arrêter. Runa est un peu trop excitée à l'idée de sauver la situation, alors Sora lui rappelle qu'elles doivent être aussi silencieuses que possible, jusqu'à ce que tous les civils enlevés soient en sécurité. Elles activent ensuite un sort pour localiser les signatures énergétiques de tous les otages, mais après les avoir repérées, Sora s'inquiète soudainement, car elle vient de détecter une signature énergétique particulièrement puissante, aussi forte que la leur. Cela pousse Rin à reconsidérer le plan, car il pourrait s'agir d'un otage puissant ou d'une arme secrète qu'Edgar compte utiliser contre eux. Mais il décide finalement d'aller vérifier par lui-même et leur dit de se concentrer sur l'évacuation des otages ordinaires. En entendant cela, les filles s'inquiètent et tentent de l'accompagner, mais il leur caresse la tête et promet d'être prudent. Quelques instants plus tard, il atteint un couloir et aperçoit une vieille porte au fond. Alors il s'approche lentement et découvre une cellule à l'intérieur. Après un examen plus attentif, il voit Mina au sol et réalise qu'elle est une demi-déesse, l'une des espèces ultimes les plus puissantes. Il brise le cadenas et se précipite à l'intérieur pour la soigner. Elle craint d'abord qu'il ne soit comme Edgar, mais après qu'il l'ait guéri et lui ait dit qu'il voulait juste l'aider, elle tombe dans ses bras et se met à pleurer. Il y a des mois, Edgar l'a trouvée après avoir pillé sa ville natale. Mais alors qu'il tentait de la saisir, son bouclier a failli lui rôtir le bras. Il a alors menacé de décapiter tous les habitants si elle continuait à résister. N'ayant pas d'autre choix, elle l'a supplié d'arrêter et a accepté de le suivre, mais il lui a ensuite fait mettre un collier asservissant pour bloquer ses pouvoirs et a immédiatement commencé à la briser de l'intérieur avec des coups brutaux. Après que Rin l'ait félicité d'avoir été assez gentil pour se sacrifier pour les habitants de sa ville natale, il décide de détruire le collier asservissant. Mais elle l'arrête et dit que c'est bien trop dangereux. Il lui dit alors de ne pas s'inquiéter, mais dès qu'il tente de le briser, il est attaqué par un champ électrique mortel. Alors elle lui dit d'abandonner et d'accepter qu'elle ne vaut pas le risque. Cependant, il la rassure une fois de plus en lui disant qu'il ira bien et canalise toutes les capacités qu'il a acquises des filles avant de finalement détruire le collier. À ce moment-là, Kanad et Tanya ont déjà neutralisé presque tous les soldats, alors les autres tentent de faire sortir les otages pour obtenir un avantage. Mais les jumelles les repoussent toutes et disent aux autres de ne pas s'inquiéter car elles ont déjà évacué tout le monde. Alors que Tanya et Kanad décident de se donner à fond, Stella se dirige vers le manoir pour arrêter Edgar et son père, qui courent alors dans son bureau pour demander à White une issue. Après qu'Edgar lui ait dit de s'échapper en premier et promis de tout gérer, il s'enfuit. Mais au moment où il atteint les escaliers, Rin et les filles apparaissent PLS pour l'arrêter. Edgar libère alors le faucheur, résidant dans l'anneau sombre d'Arios, et après qu'il ait poignardé Rin en plein cœur, Arios est convaincu que la mission est un succès, et s'en va. Cependant, Rin parvient à survivre sans une seule égratignure, ce qui laisse tout le monde perplexe jusqu'à ce que Runa leur rappelle qu'il n'a acquis qu'une seule capacité de leur contrat, ce qui n'avait pas de sens, car il aurait dû en avoir deux. Après leur avoir parlé d'une compétence d'annulation de magie possédée par les fées, elle l'attaque soudainement avec un nuage de poison, pour prouver qu'il a bien acquis cette capacité. Tandis que Sora commence à l'étrangler pour avoir fait quelque chose d'aussi imprudent, Edgar perd tout espoir et est consumé par la haine, ce qui permet à l'entité sombre de l'anneau de gagner suffisamment de force pour s'échapper. Alors qu'ils regardent tous avec horreur, il l'engloutit entièrement. Ren le frappe donc rapidement avec une boule de feu pour l'empêcher de grandir. Mais après que la poussière retombe, un démon sort du cocon. Le voir de près rappelle à Rin qu'un démon similaire était responsable de ce qui est arrivé à son village. Et alors qu'il est soudainement terrifié, le démon promet de détruire tout ce qu'ils aiment, après s'être envolé pour commencer à ravager la ville. Rin craint qu'une telle bataille ne soit trop difficile pour les filles, mais en voyant l'excitation sur leur visage, il se souvient qu'elles vivent pour le combat et décide d'aller arrêter le démon. À ce moment-là, Mina demande si elle peut les accompagner, mais il lui dit de rester en sécurité à l'intérieur, car elle est probablement trop faible pour affronter un adversaire aussi mortel. Quelques instants plus tard, le démon commence à faire exploser des maisons au hasard et se moque de la faiblesse des habitants, jusqu'à ce que Kanad le mette à terre d'un puissant coup de pied. En les voyant tous réunis pour se battre, il s'enthousiasme et admet que passer du temps avec eux pourrait être un peu plus intéressant que de tout faire exploser. Mérine l'assure que ça ne se passera pas si facilement avant que Kanad ne lui assène un coup de pied encore plus puissant. Après que Tanya l'ait également attaqué, Rin utilise son gantelet pour l'attacher, mais il se libère facilement et se moque d'eux, pensant qu'une arme aussi bon marché pourrait le retenir. Rin dit alors que ce n'était qu'une diversion avant que les jumelles n'activent un puissant sort au-dessus de sa tête et ne déclenchent une explosion mortelle. L'instant d'après,
il en sort nonchalamment comme si de rien n'était et invoque une armée de monstres pour équilibrer les choses, mais les filles détruisent facilement chaque monstre en quelques secondes. Quand il invoque une deuxième vague et dit qu'il peut faire ça toute la journée, Kanad reprend son attaque contre les monstres. Mais le démon profite de cette occasion pour la projeter au loin. Tandis que Tanya déchaîne immédiatement son souffle de dragon pour bloquer toute attaque surprise, Rin se précipite pour vérifier l'état de Kanad. Mais au moment où elle se relève, Tanya est également projetée. Cependant, contrairement à Kanad, elle se relève au moment où Rin tente de la vérifier. Le démon salue alors son niveau de force avant d'envoyer des tirs à chaque coin de la ville et de rire de la facilité avec laquelle il détruit leur maison. Après que Rin ait utilisé sa compétence de boule de feu multiple pour le distraire, les jumelles le maintiennent en place avec une épée enflammée, et Rin augmente rapidement les capacités de Kanad et Tanya au maximum. Elles combinent ensuite leurs pouvoirs pour briser chaque os du corps du démon. Et après que les jumelles l'aient projeté en l'air, Kanad lui assène un coup de poing, fracassant la colonne vertébrale pour l'achever. Malgré cela, le démon ne perd qu'une partie de sa corne et invoque une armée de monstres, encore plus grande pour les occuper pendant qu'il s'en va tout détruire. Ren se retrouve soudainement dans une bataille mentale, cherchant une solution pour arrêter le démon, tout en protégeant tous les habitants qui sont maintenant à la merci de son armée de monstres. Les jumelles remarquent sa détresse et lui rappellent leur magie de téléportation, avant de dire qu'elles se fichent que tout le monde découvre leurs véritables identités. Pendant qu'elles commencent à évacuer les habitants, Mina demande à Arios pourquoi ils ne sont pas partis combattre le démon. Et quand il prétend que leur seul travail est d'affronter le roi démon, Agathe lui rappelle qu'ils ont aussi un devoir envers le peuple. Il demande alors s'ils menacent sa grande sagesse, alors ils acceptent à contre-cœur de reculer, et ils continuent de regarder la ville brûler avec l'espoir que le corps de Rian brûle avec elle. Quelques minutes plus tard, les chevaliers de Stella commencent à perdre espoir. Alors elle prend un moment pour leur faire un discours d'encouragement avant que les jumelles ne la rejoignent et lui demandent de l'aide pour rassembler les civils afin de les téléporter en sécurité. Après qu'elle et les autres chevaliers aient conduit tous les habitants restants vers un endroit dégagé près des bois, les filles créent un portail. Mais les gens réalisent qu'elles sont des fées et craignent que ce ne soit un piège. C'est alors que le vendeur de hot-dog les reconnaît de l'autre jour et dit qu'il est impossible qu'elles soient maléfiques avant d'entrer dans le portail. Quand la fille qui les a vues le jour de leur première entrée dans la ville dit aussi qu'on peut leur faire confiance, tous les autres décident sans doute d'entrer dans le portail. Pendant ce temps, Kanad et Tanya continuent de combattre l'essaim incessant de monstres, tandis que Ren essaie désespérément de trouver un plan pour s'approcher suffisamment du démon. L'instant d'après, tous les aventuriers de la ville apparaissent avec leurs épées pour se joindre au combat et finissent par ouvrir un chemin pour que Ren et les filles puissent s'approcher. Kanad demande alors à Tanya si elle peut transporter Ren jusqu'au démon sous sa forme de dragon, mais elle affirme que cela ne ferait que lui faciliter la tâche de les abattre, car elle deviendrait essentiellement une cible énorme. Au moment où elle réalise que la seule façon est de le téléporter juste devant le démon, Nina serre Rin dans ses bras et dit qu'elle veut aider comme tout le monde. Kanad et Tanya se souviennent alors que les demi-dieux ont des niveaux de magie encore plus élevés que les fées, alors Rin explique le nouveau plan à Nina pour s'assurer qu'elle puisse le réaliser. Alors qu'une autre vague de monstres se précipite vers eux, Kanad et Tanya décident de les retenir. Rien utilise son gantelet pour monter sur les toits avec Mina et évite toutes les attaques du démon jusqu'à ce qu'ils atteignent le toit le plus proche de lui. Après avoir dit que sauter partout comme Spider-Man ne l'aiderait pas à gagner, le démon se charge pour son explosion la plus puissante. Mais dès qu'il la libère, Nina téléporte Rin juste devant lui. Avant de lui laisser le temps de comprendre ce qui vient de se passer, Rin lui arrache le bras et amplifie sa magie avant de le capturer et d'essayer d'absorber son énergie. Le plan prend soudainement une tournure sombre, alors que Rin commence à se sentir submergé par l'aura maléfique du démon. Mais il se concentre alors sur toute la force qu'il avait reçue des filles et parvient à absorber complètement ses pouvoirs. Il prend alors le contrôle de son armée de monstres et les force à l'attaquer jusqu'à ce qu'il ne reste plus que sa tête. Avec une dernière once de force, le démon demande son nom. Mais Rin refuse et le regarde se transformer en poussière de fée. Quelques jours plus tard, les réparations commencent dans toute la ville. Ren et les filles se joignent donc au travail pour s'assurer que tout le monde retrouve sa vie normale le plus rapidement possible. À l'hôtel le lendemain, Mina demande à Rin si elle peut rejoindre la famille, et il accepte immédiatement avant de dire qu'il pourrait ne pas être capable d'apprivoiser une autre espèce ultime. Cependant, après avoir jeté un coup d'œil aux autres, sa confiance monte en flèche, alors il initie le rituel et scelle facilement le contrat avec elle. Plus tard, ils se rendent tous à la guilde et sont surpris de voir Stella. Rin demande pourquoi la nouvelle capitaine de l'Ordre des Chevaliers passe du temps avec des aventuriers. Stella explique alors comment elle compte combiner l'Ordre des Chevaliers avec les guildes, afin qu'ils puissent mieux protéger tout le monde en ville. Après qu'elle ait remercié Ren pour tout ce qu'il a fait pour instaurer cette nouvelle ère de paix, Nathalie lui demande un instant de son temps pour partager une nouvelle incroyable. À une table quelques instants plus tard, elle le félicite d'avoir été promu au rang C. Et quand il demande pourquoi ils ont sauté le rang E, elle lui rappelle toutes les batailles épiques et les quêtes qu'il a récemment accomplies et dit qu'il aurait dû recevoir un rang encore plus élevé. Il dit alors que c'est grâce à l'aide des filles, mais elles lui disent d'accepter les éloges pour une fois et d'arrêter d'être si humble tout le temps.
Quand Nathalie lui parle aussi des récompenses incroyablement énormes qui l'attendent, il décide de célébrer la promotion avec un festin. L'instant d'après, elle remarque Mina et demande s'il a encore agrandi son harem, avant de réaliser qu'elle est une demi-déesse et de demander s'il est sûr de la toucher. Dès qu'il dit oui, elle se jette sur Mina pour jouer avec sa fourrure, et après que les autres l'aient également rejointe, Rin explique quelle est la raison pour laquelle ils sont sortis, car leur chambre d'hôtel est maintenant trop petite pour servir de base. Nathalie révèle alors que la guilde sert également de courtier immobilier pour les aventuriers et suggère d'acquérir une maison au lieu de chercher des hôtels plus grands. Après s'être souvenu qu'il a maintenant suffisamment de fonds pour se faire plaisir, il accepte d'acheter une maison. Il passe donc le reste de la journée à parcourir d'innombrables maisons et perd presque espoir car elles sont toutes soit vieilles, soit laides. Alors que Ren envisage d'abandonner pour la journée, Nathalie les emmène à une dernière maison qui s'avère parfaite pour tous leurs besoins. Mais ils deviennent soudainement méfiants et demandent pourquoi elle n'a pas commencé par celle-ci. Réalisant qu'elle ne peut pas s'en sortir par un mensonge, Nathalie leur dit qu'un fantôme a effrayé quiconque a essayé d'acheter l'endroit. Cela terrifie Kanad, alors elle court derrière Rin pour se protéger et explique à quel point elle a peur des fantômes. Quand Sora demande le genre de choses que les gens vivent dans la maison, Nathalie énumère un tas de farces de niveau débutant, mais les fait paraître bien pires qu'elles ne le sont en réalité. Tandis que Kanad continue de paniquer, Ren décide au moins de jeter un coup d'œil à la maison, pour qu'il puisse donc voir de quoi il s'agit. Après que Nathalie ait décidé de rester en arrière, au cas où il serait piégé dans l'au-delà, Rin les conduit dans la maison et essaie de trouver un signe d'activité paranormale jusqu'à ce qu'ils arrivent au salon. Quand tous les meubles se mettent soudainement à trembler, Kanad manque de faire une crise cardiaque, mais ses peurs ne font qu'augmenter lorsque le fantôme, qui s'avère être une femme de chambre incroyablement séduisante, apparaît. Les jumelles essaient immédiatement de l'attaquer, mais cela traverse son corps. Alors elle tente de penser à un sort fantôme avant de remarquer que tout ce que Tina peut faire est crier et déplacer des objets. Après avoir réalisé qu'ils n'ont pas peur d'elle, elle décide de traumatiser Kanad encore plus. Mais à un certain point, Kanad s'évanouit et se transforme en une chasseuse de fantômes psychotiques. Elle renverse alors la situation et poursuit Tina partout dans la maison jusqu'à ce que les jumelles créent une barrière fantôme dans le salon pour la piéger. Rin essaie ensuite d'engager la conversation, mais elle décide de le posséder. Alors il l'apprivoise et explique comment il a également appris à apprivoiser les fantômes dans son village. Après qu'il l'ait plaqué au sol, elle abandonne et lui dit de faire ce qu'il veut, mais il lui rappelle qu'il voulait juste parler. Quelques instants plus tard, elle se présente correctement et explique comment son patron effrayant l'a tuée il y a 30 ans, dans une ville complètement différente. Quand il lui demande comment elle est arrivée ici, elle prétend l'avoir simplement choisi après avoir volé un moment et dit que ça ne la dérange pas de partir s'il ne supporte pas de vivre avec un fantôme. Cependant, après que Kanad ait promis de s'entendre avec elle à terme, Rin l'invite à rester car il pourrait en fait utiliser son expertise pour remettre la maison en état de marche. Quelques heures plus tard, Rin retourne à la guilde avec Kanad et Nathalie pour finaliser le processus d'achat, avant de partir faire les courses pour la pendaison de crémaillère. À peu près au même moment, Arios et son groupe de perdants, sans courage, décident également de faire les courses. Et comme toujours, il dit au vendeur de le mettre sur son compte et d'être fier que le grand héros achète chez lui. Quand le propriétaire du magasin lui dit d'aller jouer ailleurs, Arios lui rappelle que c'est un péché de refuser les requêtes du héros, mais le vendeur perd patience et lui demande s'il cache le héros sous sa cape bon marché. Après qu'il ait aussi demandé pourquoi il n'avait pas essayé d'aider quand le démon a attaqué, Ren essaie de le soutenir, mais un autre vendeur leur dit d'oublier d'acheter quoi que ce soit chez eux. Alors que tout le monde se rassemble et commence à les traiter de lâches pathétiques qui ne pourraient ni chez jamais devenir aussi forts que Rin, Arios attaque l'étal de fruits et s'en va, le sang bouillonnant. Pendant ce temps, Ren et Kanad reviennent enfin avec les courses. Alors ils passent tout le reste de la soirée à préparer avant de faire un festin pour célébrer la nouvelle maison. La vue de tant de visages heureux autour de lui fait que Rin se souvient d'où tout a commencé, alors il verse une larme. Quand il lui demande s'il va bien, il met ça sur le compte de la nourriture et en demande plus. Arios deviendra-t-il un jour assez fort pour se venger de Rin, ou notre MC préféré continuera-t-il à accumuler les méchants et les capacités jusqu'à ce qu'il se lasse? Commentez la deuxième partie pour le découvrir, et n'oubliez pas d'activer les notifications après vous être abonné pour ne manquer aucun de nos résumés.